Bonjour, ravi de vous accueillir ce matin pour le 8e, je crois, 7 ou 8e webinaire du cabinet Hublot Lepage, cette fois-ci en collaboration, partenariat avec l'OID. Très heureuse d'accueillir ici Christian Brodag, que je connais depuis de très très longues années, qui a été délégué interministériel au développement durable et qui maintenant est le président de Construction 21, qui est le grand portail de la construction durable. Très heureuse d'accueillir aussi Loïs Moulas, avec lequel je collabore maintenant au sein du réseau TRIS, qui est entrepreneur et qui est le directeur général de l'OID. Et puis nous attendons d'un instant à l'autre, je crois qu'il a quelques petits problèmes de connexion, Michel Cantal-Dupart, architecte bien connu, urbaniste et professeur d'université. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser au premier volet qui concerne l'immobilier, puisque nous en avons prévu 3. Celui d'aujourd'hui concerne la construction elle-même et des matériaux et de l'immeuble durable dont on parlera. La semaine prochaine, nous parlerons plutôt de la construction versus urbanisme et aménagement urbain avec le président du réseau des villes durables, Patrick Vergriette et Christian Brodag, et la semaine suivante, du financement de l'immobilier durable. Voilà, donc c'est la première séance consacrée à ce sujet, toujours dans notre fil de réfléchir ensemble, de voir comment le droit peut être un outil pour aider à l'adaptation et à la résilience, qui sont les deux thèmes très importants pour l'avenir de nos sociétés. Et bien entendu, la construction y participe pour une large part, d'abord parce qu'il faut construire les immeubles, ce qui implique l'usage de matières premières, on en reviendra, et ensuite parce que les immeubles, c'est la source de vie des gens. Par voie de conséquence, derrière, il y a tous les usages liés à l'immobilier, le chauffage, l'électricité, le transport, nous en avons déjà parlé, qui est aussi lié à l'implantation des bâtiments. Enfin, on s'intéresse à toute la vie en réalité de nos concitoyens. Voilà Michel Cantal-Dupart, que je suis heureuse de saluer. Bonjour Michel. Vous n'avez pas mis votre... C'est pas grave. Voilà. Donc, nous allons commencer. Alors, je voudrais vous dire un petit mot d'abord de ce qui s'est passé avec le Covid sur la construction. Rien de particulier sur le sujet construction durable et immobilier durable, même si nous avons aujourd'hui beaucoup de débats. Je pense que vous en êtes tous des acteurs, les intervenants et les participants peut-être aussi d'ailleurs, que je salue, que je remercie d'être avec nous. Sur le fait qu'il faudrait utiliser les milliards qu'on est en train de mettre sur la table pour les investir dans de l'immobilier durable et notamment de la rénovation des bâtiments. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y a un certain nombre de textes qui ont été pris durant cette période pour organiser les activités du BTP. Je ne veux pas être très longue là-dessus. Nous les mettons à disposition pour nos participants et pour nos intervenants, je pense qu'ils les connaissent, sur notre site. Nous avons fait un petit digeste de toutes les mesures relatives à la continuité de l'activité des entreprises du BTP, la manière dont les choses se font même maintenant en période de déconfinement partiel. Voilà, je ne veux pas être plus longue sur ces dispositions techniques que dont vous retrouverez et que vous pouvez télécharger, et je passe sans plus tarder la parole à Christian Brodag en demandant à chacun pour la qualité du son de fermer le micro quand il ne s'exprime pas, ce que je m'empresse de faire en ce qui me concerne. Très bien, merci Corinne. Oui, donc je vais un peu introduire cette question d'abord en commençant par l'international, parce que la question de l'habitat et du bâtiment a été finalement un grand oublié au niveau international pendant longtemps. Il est présent dans les ODD et dans l'objectif 11 sur la ville durable, mais il cible en fait principalement les pays du Sud, c'est-à-dire l'accès au logement et puis donc l'assistance technique pour construire durable, mais pas du tout les pays du Nord. Et le bâtiment était aussi assez absent des politiques climatiques,
et alors qu'il contribue à plus de 20% des émissions des gaz à effet de serre. Alors pour, je dirais, résoudre cette question, la France, à l'occasion de la COP 21, a proposé la mise en place d'une alliance mondiale pour le bâtiment et la construction qui s'appelle la Global ABC et qui vise justement à coordonner les acteurs au niveau mondial. Et donc, c'est intéressant de voir que cette alliance, donc, qui a réuni vraiment au niveau mondial l'ensemble des acteurs, a élaboré une feuille de route zéro carbone pour 2050. Alors, l'effort porte à peu près, pour atteindre ces zéro carbone en 2050, sur 3 grandes parts à peu près de qualité égale. D'abord, l'enveloppe. Donc, c'est les bâtiments eux-mêmes. Donc, 22% portent sur les bâtiments à énergie positive et donc 15% sur les rénovations profondes. Alors, évidemment, la situation est différente. On est au niveau mondial. Il va y avoir 50% de plus de construction au niveau mondial d'ici 2050, et principalement, évidemment, dans les pays du Sud. Rien qu'en Afrique, il va y avoir 1 milliard d'habitants de plus en ville. Donc, vous voyez que là, il y a des enjeux extraordinaires. Par contre, évidemment, pour nos pays, pour la France, où le taux de renouvellement est autour de 1% par an, le neuf n'est pas déterminant, en fait, sur cette maîtrise carbone. Et donc, c'est principalement la réhabilitation, et donc la réhabilitation profonde, parce qu'on fait des réhabilitations un peu à minima, et ça nécessitera évidemment d'y revenir à terme. Deuxième enveloppe, donc deuxième élément de cette réduction proposée par l'Alliance mondiale, c'est en fait les énergies renouvelables, donc l'apport d'énergie qui est autour de 30%, et enfin les matériaux, c'est-à-dire l'ensemble du cycle de vie en fait des matériaux qui sont utilisés soit pour la construction neuve, soit évidemment pour la réhabilitation. Donc à peu près donc 33%. Donc d'une certaine façon, cette orientation et qu'on voit émerger en France à travers le label E+C- et donc les réglementations, le RE 2020 en cours de mise en place, montre effectivement la nécessité de prendre à la fois les questions classiques d'énergie, mais aussi les questions liées à l'impact carbone du bâtiment. Alors, les objectifs sont clairs. Maintenant, comment y répondre? Alors, il y a une partie juridique, mais elle sera évoquée aussi par Corinne. Donc, il y a évidemment la partie juridique est importante. Mais je vais un peu m'attacher à vous donner un peu quelques pistes d'orientation. Et sur la base d'où je parle finalement, c'est Construction 21, notre objectif, c'est d'identifier et de partager les meilleures pratiques, les meilleures réalisations en matière de construction et de ville durable. On a pour cela des awards, des prix, etc. Et donc, il y a une création de connaissances collectives. Et donc, on voit par rapport à ces enjeux qu'il y a une grande variété d'approches. Les projets que l'on identifie arrivent à combiner à la fois des matériaux biosourcés ou recyclés, des filières locales, du réemploi, des bâtiments rénovés de façon innovante, le bioclimatique, la ventilation naturelle, et donc une grande variété d'approches. Donc on a une grande diversité d'initiatives, et les projets que l'on voit les plus exemplaires arrivent à combiner en fait tout cela en même temps. Alors juste pour l'illustrer, alors je prends un exemple, mais on peut en prendre d'autres, et c'est même pas un qui a eu un grand prix chez nous, mais qui a eu une mention. C'est par exemple le projet Green Box on the Roof. Alors bon, c'est pas très francophone, c'est en fait une surélévation en ossature bois d'un immeuble de bureau en site occupé. Ça a été réalisé à Bron dans le Rhône. Et donc, il mobilise à la fois des biomatériaux, donc matériaux issus du bois, et des matériaux recyclés, avec une consommation d'énergie visée de 23 kWh par mètre carré, donc assez maîtrisée, et puis une large prise en compte du confort. Alors, cette réalisation a l'intérêt non seulement du bâtiment lui-même,
mais aussi il permet de densifier les usages du territoire, puisqu'on est dans une zone d'activité, donc on va doubler la surface, puisqu'on double en hauteur, on va doubler la surface, enfin l'usage de la surface. Donc on est aussi dans des politiques de remaîtrise du foncier, et donc alors le coût de cette opération est dans le marché, 1700 euros par mètre carré, donc on est dans un coût du marché, mais en même temps, il n'y a pas de surcoût en matière, par exemple, foncière. Donc voilà un exemple d'un projet qui coche finalement un grand nombre de questions. Alors, il y a la question énergétique, et puis et on voit d'ailleurs que cette question énergétique du bâtiment, puisque j'ai parlé de cette partie-là, va à la fois être résolue au niveau du bâtiment, mais aussi au niveau du quartier, parce que finalement, un certain nombre de fonctions du bâtiment peuvent être mutualisées au niveau du quartier. C'est toute d'ailleurs la logique des écoquartiers, des smart grids et de toute la gestion partagée au niveau des territoires. Donc on ne peut pas isoler le bâtiment de son contexte. Alors je voudrais juste approfondir une question qui me semble aujourd'hui essentielle, qui est celui des matériaux, puisque j'ai parlé de cette question tout à l'heure. Donc, alors c'est à la fois les matériaux issus du bio, enfin donc du bois, de la paille, de l'herbe. Il y a même des solutions, et en plus l'intérêt de l'herbe, c'est que ça se renouvelle beaucoup mieux que le bois. Donc il y a là un certain nombre de sources nouvelles, et puis il y a aussi les sources issues du recyclage. La question du recyclage est abordée aujourd'hui par la loi économie circulaire, mais elle est abordée un peu sous l'angle d'une contrainte pour la profession, au sens qu'il s'agit d'appliquer le principe de responsabilité étendue du producteur, excusez-moi du jargon, mais c'est en fait ce qu'il y a eu pour l'emballage, etc., donc l'éco-emballage et autres processus, qui consistent en fait à avoir une redevance, et cette redevance donc vient financer le système de traitement des déchets. Alors on a focalisé cette loi sur l'aval, mais pas à mon avis assez sur l'amont, c'est-à-dire sur les filières de production et sur toute la valeur créée en amont et l'usage qui en est fait ensuite dans la construction. Donc on est un peu sur le traitement des déchets plus que sur l'intégration de la maîtrise des matériaux. Alors, cette question de maîtrise des matériaux, c'est de création de valeur, soit création de valeur sur le territoire par la production de matériaux biosourcés, soit par le recyclage, soit aussi d'ailleurs les matériaux traditionnels, le pisé et les autres matériaux traditionnels qui ont des impacts carbone très bas, sont en fait des possibilités aujourd'hui de création de valeur et d'économie locale. Et donc, c'est un des points que je souhaite, sur lequel je souhaite insister, c'est qu'effectivement, beaucoup des solutions, des combinaisons de solutions, à la fois sur le territoire, dans les quartiers, avec les matériaux, sont des solutions territoriales. Et donc, je plaide pour une organisation, une spécification territoriale de l'approche du bâtiment, parce qu'aussi les conditions climatiques, le climat lui-même, donc la structure des bâtiments, on peut retrouver aussi des formes issues de l'habitat vernaculaire et de solutions anciennes. Donc il me semble qu'un des éléments aujourd'hui essentiels de la construction et sur cette partie matériaux est à la fois donc de l'innovation dans la mise en œuvre, se basant sur des techniques peut-être des fois anciennes, mais complètement revisitées par la modernité, et aussi par des approches collectives sur les territoires pour gérer cette question. Dernier point que je souhaitais évoquer, c'est en fait que tout ceci passe par l'acceptabilité, la désirabilité sociale des solutions, et qui vont donc déterminer la dynamique en fait de ces solutions. Et donc c'est le fait de se centrer sur l'individu, sur l'usager, sur l'occupant, et donc dans une logique donc de santé et de qualité de vie. Et c'est là où on rejoint aussi la question qui a été posée par le Covid et par le fait qu'une grande partie de la population s'est trouvée confinée pendant des
des longues périodes dans un logement. Donc la qualité de vie est quelque chose d'essentiel. Ça va être évidemment aussi la protection avec les changements climatiques, protection contre les changements climatiques et le climat. Et d'une certaine façon, c'est à partir de cette qualité de vie, de l'approche donc des projets centrés sur l'occupant, que l'on pourra à la fois résoudre donc la question climatique, mais aussi la diffusion de ces solutions. Voilà à peu près le panorama que je souhaitais. Merci Christian pour ce vaste panorama. Tu as tenu dans un délai très raisonnable, donc merci, puisqu'il faut laisser la place aux questions après. Donc je vais passer la parole à Loïs Moulas, peut-être sur l'immeuble durable, et puis nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Michel Cantal-Dupart. On ne vous entend pas, on ne vous entend pas. J'avais suivi les consignes et coupé mon micro. Donc bonjour à tous. Je suis donc Loïs Moulas, je dirige l'OID. L'OID est une association reconnue d'intérêt général, Observatoire de l'immobilier durable, qui s'est créée en 2012. Donc j'ai participé à sa fondation et par ailleurs je suis entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et du développement durable. Donc, l'Observatoire de l'immobilier durable, il vise la veille, les études, la prospective autour de tout ce qui concerne le bâtiment et les questions environnementales et sociétales. Il regroupe pour l'essentiel des investisseurs immobiliers, des promoteurs immobiliers, des entreprises générales. Voilà, nous sommes aujourd'hui une 60aine d'acteurs, enfin membres, mais puisque nous sommes reconnus d'intérêt général, l'essentiel de nos publications sont disponibles sur un centre de ressources qui s'appelle Taloen. Voilà. Et dernier point par rapport à l'OID, enfin on y reviendra après, c'est la mise en ligne d'un outil accessible pour tous qui s'appelle BATADAPT et qui permet en fait, si vous entrez votre adresse, de géolocaliser et visualiser l'ensemble des aléas climatiques en France métropolitaine. Donc c'est un outil qui permet en fait de mesurer la vulnérabilité de votre bâtiment en fonction de où vous vous situez et qui se base en fait sur les bases de données scientifiques. Voilà, c'est un travail qui a été mis en ligne il y a à peu près 2 semaines. Donc, par rapport à la question construction durable, est-elle fragilisée par la crise du Covid-19 ? Moi, en premier lieu, je pense que je voulais revenir sur les mots, parce que je pense que les mots sont importants. On parle de construction durable, qu'on peut avoir une facilité à assimiler à la notion de bâtiment durable. Donc, le premier point que je souhaitais mettre en avant, c'est qu'il ne faut pas assimiler la question du règlement des problématiques environnementales dans le domaine du bâtiment à la construction. Donc, Monsieur Brodag l'a dit avant, la construction, si on regarde en France, c'est 1%, 1% a priori de renouvellement par an. C'est le chiffre qu'on donne toujours en moyenne. Donc ça, c'est un premier point important. Alors voilà, au-delà de la construction, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la rénovation, bien entendu, mais il y a aussi tout ce qui relève de l'utilisation du bâtiment. Et je vous le montrerai par des chiffres après. En fait, l'utilisation d'un bâtiment, elle a autant, voire plus de place dans le fait qu'un bâtiment soit performant du point de vue énergétique que sa construction. Et l'avantage que ça a, c'est qu'elle coûte zéro. Le désavantage qu'elle a, c'est qu'elle nécessite le changement des comportements. Et ça, c'est beaucoup plus ardu à mettre en place. Voilà. Donc, le premier point, c'est la question de passer de construction durable à bâtiment durable. Et le second point important, c'est que nous, à l'OID, bon, on a conservé notre nom originel, Observatoire de l'immobilier durable, mais on est petit à petit passé à un vocable plus responsable, de manière à intégrer la notion sociale de façon plus forte. Voilà. Alors, pourquoi ? Simplement que si on revient, en fait, on revient en gros sur la big picture, le bâtiment, d'après la dernière étude de Ernst & Young et Palladio sur 2019, il regroupait 2,1 millions d'actifs en France, dont 52% dans la construction, rénovation et 37% dans la gestion immobilière. Donc, vous voyez,
rien qu'en matière de nombre d'actifs, la gestion immobilière occupe une place très importante également. Le deuxième point, c'est quelque chose qu'on dit en matière d'efficacité énergétique, c'est que pour diminuer les consommations énergétiques d'un immeuble, certes, il faut avoir un bâtiment performant, donc bien construit ou bien rénové. Vous parliez de rénovation profonde avant, mais il faut aussi avoir une bonne exploitation de ces équipements techniques et une bonne utilisation. C'est la règle des 30-30-30. Et à l'OID, cela fait 10 ans qu'on capitalise des données annuelles de consommation énergétique réelle de bâtiments tertiaires. Donc, on a une base de données qui représente 5% des bâtiments tertiaires en France, avec plusieurs dizaines de millions d'actifs. Et on voit bien que en fait, les bâtiments qui ont été rénovés, même rénovés avec des normes environnementales, des certifications, présentent des gains moyens autour de 10%. Donc, ça vient bien statistiquement montrer que construire durable ne suffit pas. Il faut vraiment mettre l'humain au cœur de la problématique dans une logique de changement des comportements. Voilà, ça c'est un point important. Après, un autre point aussi qui a commencé un petit peu à être abordé, c'est la question des émissions de gaz à effet de serre. Pour simplifier les choses, un bâtiment à sa construction, il émet 50% des émissions de gaz à effet de serre qu'il aura sur tout son cycle de vie par rapport aux consommations énergétiques qu'il va avoir pendant 50 ans. Donc, vous voyez bien que l'acte de construire, il va avoir un poids très très important dans la vie de cet immeuble. Donc ça pose la question déjà de la construction par rapport à la rénovation et je dirais de la raison d'être de la construction. Est-ce qu'on a vraiment besoin de construire ou est-ce que désormais on est dans un pays où du moins certaines branches d'activité, on pourrait se contenter de renouveler l'urbain. Voilà. Et après, il y a une dernière question qui nous lie un petit peu à la crise sanitaire actuelle, c'est la question de l'artificialisation des sols. Parce que d'après le dernier rapport qui est sorti en avril 2019, en France du moins, avec les phytosanitaires, l'artificialisation des sols auquel contribue la construction neuve représente un des principaux moteurs de cette artificialisation. Voilà. Donc, première conclusion, construire durable n'est-il pas un oxymore dans le contexte français? Faut-il construire plutôt que rénover? Il faut se poser la question. Et donc, par rapport à la question qui était posée dans le titre du webinaire, construction durable est-elle fragilisée par la crise du Covid-19? C'est la question, est-ce que le rebondissement, parce que qu'on souhaite post-crise, est-ce que ce rebondissement, il ne faudrait pas arriver à essayer de l'orienter encore plus vers la rénovation? Et d'ailleurs, si on en croit certaines études sur le financement post-crise du monde du bâtiment, je crois que c'est ce qui est justement dans les tuyaux. Mais ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Voilà, donc ça c'était le premier point. Et après, le second point, c'est la question de l'humain et du social. Effectivement, lorsqu'on se rend compte, par les chiffres, c'est réel, que l'impact du comportement est absolument colossal. Donc, partant de là, il y a vraiment un travail à faire sur le changement des comportements. Donc, maintenant, si on se concentre sur le monde de la construction durable, j'ai utilisé la veille de l'OID pour préparer mon intervention et on constate au mois d'avril qu'il y a eu quand même un certain nombre de lignes qui ont bougé et que les travaux qui étaient en cours ont continué. Si on regarde le monde du tertiaire aujourd'hui, ce qui va l'impacter le plus fortement, c'est un décret d'application d'amélioration énergétique des bâtiments de 40% à 2030. Eh bien, les travaux ont continué. Un arrêté a même été publié, je crois, autour du 10 ou du 13 avril. Et là, actuellement, on travaille sur le dernier arrêté, un arrêté assez technique dans lequel je suis personnellement impliqué. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette obligation, elle va bien voir le jour et les travaux continuent. On a mené d'ailleurs des groupes de travail sur Zoom, c'était assez marrant. Voilà, ça c'était un point. Après, si on regarde l'habitat, eh bien, vous avez sans doute vu que les travaux sur la RE 2020 continuaient.
et des travaux sur la fiabilisation du diagnostic de performance énergétique également. Donc, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de signaux là qui nous montrent que ce qui était dans les tuyaux continue à avancer petit à petit. Alors après, on a tous lu des articles divers qui incitaient les pouvoirs publics notamment à peut-être mettre le frein sur certaines réglementations environnementales, mais j'ai le sentiment que c'est ce qui n'irait pas dans le sens de l'histoire, notamment en regard de la crise qu'on vit actuellement. Et ça, c'était peut-être mon dernier point, c'est que dans le monde du bâtiment, s'il y a vraiment un domaine sur lequel on a assisté à une prise de conscience en 2019 de la part des moyens et des gros promoteurs immobiliers, de la part des investisseurs immobiliers, c'est la question de la biodiversité. Et la biodiversité, je ne suis pas expert en la matière, mais je crois qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ont pointé le fait que l'anthropisation des milieux naturels augmentait statistiquement les chances que nous soyons mis en contact, nous les humains, avec des virus animaux. Donc, il y a un lien sur la biodiversité et la situation dans laquelle on est. Et en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? En avril, il y avait le rapport IPBES. Les labels et certifications en matière de biodiversité ont connu un essor important en France, avec notamment Biodiversity, EFI-Nature, Éco-Jardin. Et en fin d'année, dans la loi énergie-climat, est intervenue l'obligation désormais pour les investisseurs, donc les investisseurs immobiliers également, d'indiquer dans leur rapport annuel, une fois par an, qu'est-ce qu'ils font en matière de risque ESG climat, donc ça existait déjà depuis 2015, mais aussi qu'est-ce qu'ils font en matière de risque par rapport à la biodiversité. Voilà. Et nous, en tant qu'observateurs au niveau de l'OID, on a bien vu que tous les grands promoteurs ont eu une prise de conscience en 2019, qui ne pouvaient pas ne plus avoir de discours sur cette question-là. Donc, moi, je pense que si on considère les deux grandes questions environnementales actuelles, c'est-à-dire l'effondrement de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique, eh bien, la causalité de notre crise irait plus dans le sens de continuer justement à pousser notre recherche d'une société qui soit moins consommatrice en espace naturel. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Et je pense que j'arrive à la fin de mon exposé. Merci Michel. Merci de nous avoir rejoints et tu as la parole. On ne t'entend pas Michel, tu n'as pas mis ton micro. Alors, c'est quoi? Là, voilà. Là, vous m'entendez? Bon, formidable. Oui, je précisais, j'ai été professeur, petit correctif, j'ai été professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. J'avais la chaire d'urbanisme et d'environnement, mais je suis surtout urbaniste et architecte, praticien. Donc, je vais ajouter aux propos remarquables qui ont été faits par mes deux prédécesseurs quelques éléments très concrets, très concrets sur 4 points. D'abord, alors, en me référant à ce qu'on vient de vivre pendant 2 mois et au confinement, ça a été et c'est mondialement une question qui se pose. Moi, à l'heure actuelle, je travaille avec des équipes américaines sur justement la ville de l'après-Covid-21, de Covid-19. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Bon, et particulièrement sur les quartiers défavorisés aux États-Unis. Alors, premier élément, d'un point de vue énergétique, j'ouvre les yeux sur une chose. Depuis quelques années, on finance l'isolation et on essaie de renfermer les immeubles dans un confinement aérien. Et je voudrais dire que ce qui a été imposé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, c'est que dans toutes les chambres des malades,
et il soit ouvert les fenêtres 10 minutes par heure, quelle que soit la température, et de jour comme de nuit. Or, c'est la capacité d'ouvrir des fenêtres, c'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui dans les bâtiments. Allez à la Défense, regardez les bureaux, il n'y a plus une fenêtre ouvrable. J'étais hier dans le TGV pour aller à Nantes, où j'avais un chantier. Eh bien, fort heureusement, ils avaient coupé la climatisation, mais il n'y a pas de fenêtre possible d'ouverte. Hier, il faisait une température acceptable, donc tout allait bien. Mais dès qu'on va arriver dans les mois d'été où il faudra renouveler, c'est un véritable problème. Les spécialistes se disent, mais on nettoie les filtres. Qu'ils nettoient les filtres, soit ça enlève les poussières, mais les virus se foutent des filtres, je peux vous dire. Donc, c'est un véritable problème, et ça pose tous les problèmes aujourd'hui de logement, voire les logements, ils ont toujours des fenêtres ouvrables, mais de tous les bureaux. Et à l'heure actuelle, vous avez les gros chantiers qui se posent dans les grandes villes, c'est-à-dire la transformation de bureaux en logements, pose ce problème de l'ouverture des fenêtres. Et là, ça mérite quand même qu'on y réfléchisse. Je voulais simplement dire que dès que l'air est confiné, nous sommes des gros producteurs d'humidité, et que l'humidité dans les appartements augmente les températures. C'est-à-dire quand il y fait chaud, on a plus chaud, et quand il y fait froid, on a plus froid. On a une impression de plus froid. Voilà. Donc c'est une première chose. La deuxième chose qui est assez intéressante, vous savez que on a parlé de l'importance de l'humain, et bien évidemment, dans la commercialisation, même dans les programmes sociaux, on cherche toujours à faire qu'il y ait un rapport entre la façon dont vivent les gens et les équipements des appartements. Et on sait que en quelques années, il est aujourd'hui impossible d'imaginer un appartement sans une salle de bain. Mais pendant très longtemps, c'était des salles d'eau. Il a fallu évoluer, etc., etc. Eh bien, on s'est rendu compte, et surtout à partir du télétravail, eh bien, que des tas d'appartements n'avaient pas de lieu de travail, c'est-à-dire qu'on n'a jamais prévu à un endroit ou un autre, un endroit. Alors, pour les enfants, ils ont il y a toujours dans une chambre d'enfant un petit bureau, c'est depuis longtemps, ça leur rappelle la classe. Mais maintenant, ils y mettent leurs ordinateurs, il n'y a pas de problème. Mais pour les adultes, ça ne peut pas se faire sur la table de la salle à manger. Et ça, c'est un véritable problème que doivent prendre en compte, parce que c'est toujours tous les progrès sur le logement partent toujours, fort heureusement, de l'habitat social. C'est l'habitat social qui infléchit les programmes des promoteurs en général. Voilà, ça c'est important. Sur les matériaux, bien évidemment, il y a beaucoup d'essais qui se font sur le matériau recyclable, la récupération de démolition, et ça c'est très intéressant. Il y a des tas d'expériences. Moi, je suis ça, je n'en fais pas du tout, je suis ça de très loin, mais je suis ça avec passion, parce que c'est ça qui est intéressant. Et dans la récupération, il y a bien évidemment, ça a été dit, de privilégier, surtout dans les villes moyennes, les vieilles maisons, les vieux immeubles, le vieil habitat du centre, qui effectivement ne semble pas aujourd'hui à la mode, mais qui va le redevenir, bien évidemment. Mais il faut y réfléchir. Moi, je suis landais, et je suis toujours navré dans toutes les constructions en bois qu'on essaie de faire un peu partout, de voir que le bois est encore importé, quoi. Il vient soit de Russie, soit de plus loin, soit de Chine. C'est totalement idiot. On a énormément de choses. On a du bois en France, on a de l'acacia qui n'est pas du tout exploité, alors que c'est notre bois rouge français. Et puis, il devrait y avoir beaucoup plus de constructions faites à partir de nos espèces. Je prends par exemple le pin des Landes. On ne pense pas que ce soit un gros matériau de construction. On en fait des planchettes, mais c'est dommage. On peut construire en pin des Landes. Il suffit de faire des filières, c'est d'autres portées. Moi, je suis très réservé sur ce qu'on appelle le lamellé-collé, parce qu'il y a plus de colle que de bois, et etc. Enfin, je vais pas mais c'est quelque chose qui doit être promu,
Et dans ce qui a été dit sur l'importance de la territorialisation, c'est bien évidemment un regard que doivent avoir tous les concepteurs, où qu'ils soient, par rapport à leur région. Regardez quels sont les produits, les choses qu'ils peuvent trouver à proximité. Il y a, comment dirais-je, il y a une chose qui m'intéresse plus comme urbaniste, c'est le contexte. Et le contexte, il est très important. Je vais prendre un exemple. On ne peut pas construire à Valenciennes comme on construit à Perpignan. C'est deux choses totalement différentes. Dans une ville, on va chercher le soleil, dans l'autre, on va s'en cacher. Voilà. Dans une ville, on va chercher la lumière, dans l'autre, on va chercher l'ombre. Et c'est deux choses totalement différentes au niveau des contextes. Et là-dessus, il y a des tas de villes, de régions, de départements commencent à s'interroger sur la forme de la ville, sur des stratégies urbaines. Mais il y a une chose qui est effrayante, c'est que qui dit oui, qui dit non. À l'heure actuelle, les architectes que je suis, nous sommes rétribués aux honoraires sur le pourcentage du construit. C'est-à-dire que ma rétribution, si je réussis à faire une maison en or, je gagnerai plus d'argent que si je la fais en parpaing. Voilà. Eh bien, ça n'est pas. Et donc, je n'ai aucune capacité à dire non. Si je dis il ne faut pas construire là, je ne gagne pas ma vie. Et donc, on doit vraiment s'interroger sur la rétribution de la négation, ou tout au moins de l'intelligence de l'espace, et de dire on n'est pas forcé de tout remplir, on peut faire des squares, on peut faire des espaces verts. Il y a des règles très précises et qui le permettent maintenant dans pas mal de PLU, où on impose tant de pourcentage d'espaces verts. Je dis bien verts, pas libres. J'ai entendu, je crois que c'est Loïs qui parlait de minéralisation, c'est un drame. Je voyais je vais parler de la ville de Paris. La ville de Paris a prévu, non, Madame Hidalgo, dans son programme, a dit je vais planter 170 000 arbres. Faut-il encore trouver les endroits où il y a de la terre pour planter les arbres? Or, dès qu'on fait une place, je prends un exemple, la place de la République, que tout le monde regarde comme un modèle et qui est répété partout, les gens viennent voir. Moi, je vois, j'ai amené un jour un groupe de Chinois, ils voulaient voir la place de la République. Bon, j'ai amené place de la République, hein. Bon, voilà, ils étaient très impressionnés, mais il n'y a pas, et on a gardé quelques arbres qui traînaient là d'avant, mais il y a rien, quoi. Si on veut replanter, il faut enlever des dalles et retrouver la terre. Et ça, c'est dans nos villes, c'est une véritable question. Et les urbanistes et les paysagistes, ils gagnent beaucoup plus d'argent s'ils vendent une place d'allée que s'ils donnent de la terre à bêcher. Et ça, c'est un réel problème. Je voudrais dire aussi par rapport à ça que, bien évidemment, par rapport à tout ce que je viens de dire, et je vais conclure là-dessus, c'est beaucoup de bon sens. Il y a des programmes, il est bien évident que j'allais à un salon, j'ai été il n'y a pas très longtemps à un salon je suis un vieil écolo, donc pendant très longtemps, ça me coûtait un peu cher. On disait, oh non, non, lui, il va jamais vouloir construire. Bon, donc, dans les concours, je n'étais pas souvent pris. Puis maintenant, ça change, mais je suis devenu un vieux con, donc ça ne marche plus. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que j'étais dans ce salon et je voyais tous les constructeurs, tous les bâtisseurs, tous les marchands de matériaux parler de biodiversité, d'intégration. Et je dis, mais on a gagné. Enfin, c'est pas pourquoi. Mais parce que c'est pas qu'ils sont devenus malins et intelligents, c'est surtout qu'ils ont compris que c'était un argument de vente. Et il est très important, très très important, que les habitants que nous sommes soient très revendicatifs d'un habitat intégré dans un contexte donné et qu'on soit attentif. Mais il faut donner des formules. Je vais prendre, et je vais conclure là-dessus pour vous faire rire. On m'avait demandé en 2008, la DATAR, le ministre de l'Intérieur avait demandé à la DATAR qu'est-ce qu'ils avaient prévu pour la ville, et ils disaient on ne travaille plus sur la ville depuis très longtemps. Ils disaient sortez-moi quelque chose, et ils avaient eu la bonne idée de me demander de faire une commission et de réfléchir
sur la ville en 2030. Et on avait fait tout un rapport qui n'a jamais été publié parce que dans ce rapport, il y avait un paragraphe où je parlais de l'arrivée dans les villes des gros animaux, des renards, et je disais c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi, comment on fait, parce qu'on ne peut pas les chasser là. Partout ils sont réglés et régulés par les sociétés de chasse, mais dans le 13e arrondissement, autour de la gare d'Austerlitz, tout près du jardin des plantes, qu'est-ce qu'on fait des renards, quoi, comment? Alors le datard de l'époque, le délégué de l'époque, je vais dire son nom, qui était Monsieur Mirabeau, il m'appelle et il me dit c'est complètement idiot, votre truc est complètement idiot, alors vous supprimez ce paragraphe si vous voulez qu'on vous publie. Je lui dis écoutez, je le pense vraiment, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et c'est très intéressant parce que la grosse illustration du confinement, c'était quand il y avait un chevreuil qui apparaissait à Goussainville ou des canards devant la Comédie Française. Voilà, il y avait une réappropriation de la nature. Alors, quand ce sont des canards, c'est des gens très sympathiques, des cygnes, c'est formidable, mais quand ça commence à être des sangliers, c'est pas drôle du tout, parce que ça détruit tout. C'est quand même, voilà. Donc, vous voyez, on a toujours un travail de conviction à avoir, et j'ai entendu le nombre de participants, mais c'est comment justement on réussit à partir c'est des petites clés, quoi, des petits trucs qui ouvrent des petites serrures, et c'est une succession de petites serrures à ouvrir qui feront qu'on aura un jour une ville réellement durable. Merci Michel, merci à vous trois pour ces trois interventions assez différentes. Alors on va passer aux questions. Je voudrais juste dire deux choses sur ce qui vient d'être dit. La première, c'est qu'on a des règles qui sont uniformes et qui ont beaucoup de mal à s'adapter. On le voit en particulier pour tout ce qui concerne l'aération et l'isolation. On est en opposition. On a des injonctions contradictoires, comme on dit aujourd'hui, et c'est très difficile de choisir parce qu'il y a deux règles à respecter et qu'on ne peut pas les respecter en même temps. Deuxièmement, nous avons une certaine frilosité à l'égard des nouveaux matériaux, me semble-t-il, et notamment des matériaux naturels. On l'a vu au cabinet à de nombreuses reprises pour des gens qui voulaient utiliser des matériaux biosourcés. Les efforts et les investissements qu'il faut faire pour pouvoir obtenir l'autorisation, c'est quelque chose d'absolument colossal et qui dissuade totalement des petites entreprises. Ça coûte trop cher, ce n'est pas possible de passer par tous les tests qui sont demandés. Troisièmement, je voudrais rebondir sur ce que disait Michel à propos de l'habitat vernaculaire. Moi, j'ai une idée depuis très longtemps, ça fait 15 ans que j'ai cette idée, mais qui n'a pas progressé, mais je la livre quand même. C'est que je pense qu'on devrait faire une loi Malraux pour l'habitat vernaculaire dans nos villages. Je m'explique. On a un très bel habitat de pierre qui est en très mauvais état, qui n'intéresse pas grand monde, parce qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Si on avait un système fiscal qui permette la remise en état, la rénovation, la réhabilitation de ces bâtiments, avec dedans un usage social, comme le Malraux, c'est-à-dire des loyers plafonnés, mais qui permettrait un système très intéressant de déduction des travaux et en même temps on ferait de l'isolation, je pense qu'on ferait une pierre trois coups. Voilà, alors ça coûte un peu d'argent à l'État, c'est vrai, mais ça coûte probablement moins cher que d'aller utiliser des sols naturels qu'on n'a pas en quantité industrielle et avec des constructions qui offriront probablement moins de qualité de vie que cet habitat ancien rénové. Voilà, c'est une idée que je vous livre. Alors, on va, si vous le voulez bien, passer aux questions. Alors, première question, Loïs Moulas. Vous préconisez que chaque habitant devienne un consommateur. Comment mettre en œuvre ce changement? Micro? Oui, c'est bon, micro est activé. Alors, j'ai pas de solution toute faite, mais j'ai des éléments de réflexion. Le premier, c'est vous qui l'évoquiez à une des dernières conférences où vous étiez intervenue, Corinne, c'est l'idée de changer son imaginaire et l'objet de ses désirs, oui. Je pense, sur la question de la consommation. D'ailleurs, on peut faire le parallèle avec ce qui se passe actuellement. Certains thérapeutes expliquent que, d'une certaine manière, ce confinement nous donne un rôle civique qui remplit notre vie existentielle, lequel est habituellement
rempli par l'idée de consommation. Donc, l'idée, c'est d'arriver à recentrer, à réorienter la manière dont on se réalise dans la société. Ça, c'est un point important. Et après, pour répondre concrètement au sujet des comportements, et c'est le point pour lequel j'ai voulu être précis sur les mots dans mon exposé, c'est que tant que le grand public assimilera la question d'intégrer les questions environnementales dans le domaine du bâtiment à la construction durable, eh bien, il aura toujours du mal à se rendre compte que lui-même, qui ne construit pas des bâtiments ou ne détient aucun bâtiment, a un rôle essentiel à jouer pour que les bâtiments, dans leur vie, consomment moins d'énergie. Et donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur les éléments de langage au niveau notamment de l'État. Vous voyez, un exemple flagrant, c'est le fait d'avoir nommé le plan d'amélioration énergétique des bâtiments en France, plan de rénovation énergétique. La rénovation, certes, elle est nécessaire, mais la rénovation, c'est 40% ou 30% de la solution pour diminuer les consommations énergétiques des bâtiments. Donc, il faut, en intitulant le plan d'amélioration énergétique plan de rénovation, vous dites aux personnes, bah, si vous n'avez pas les moyens de rénover, vous ne pouvez pas être acteur de cette transition énergétique dans le bâtiment. Donc voilà, je pense que déjà, il y aura un premier point, c'est que si les personnes qui nous gouvernent comprennent ceci, eh bien, qu'ils changent les éléments de langage pour que les personnes puissent être consommateurs. Alors, question numéro 2. Dans la suite un peu de cela, concernant l'artificialisation des sols, ne vaut-il pas mieux privilégier la rénovation à la construction de bâtiments neufs? Qui souhaite répondre? Bah, moi, je veux bien répondre. Là aussi, c'est très contextuel. Il y a les grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Paris, Lille. C'est une vision qui est plus, c'est déjà très minéralisé, il y a beaucoup de choses à voir. Mais par contre, sur ce qu'on appelle les villes moyennes et certaines villes originales, comme Bordeaux. À Bordeaux, vous avez un habitat qui s'appelle les échoppes, qui est quelque chose de très intéressant. C'est une densité très forte. C'est un bâtiment, une maison sur rue, avec un jardin arrière systématique. Et c'est une maison mitoyenne, entre mitoyens, mais étroite. Eh bien, ça donne une densité très importante et ça donne surtout un jardin systématique. Le confinement à Bordeaux a dû être formidable grâce à ça. C'est pratiquement donc une ville à rez-de-chaussée. Et sur les villes moyennes, on a des tas de... C'est ça qu'il faut préserver. Et moi, je regardais, là, je regardais hier en passant par le train, je regardais à Sablé, et je voyais que tout d'un coup, il y avait, aux abords de cette ville, qui est une petite ville, ben, des tours, des immeubles qui ressemblent aux grands ensembles de partout. Et je dis, mais comme c'est dommage, ben, comment on perd le caractère de fait de ce qu'est l'identité d'une ville dans son rapport au territoire et à la terre. Et moi, je pense qu'en préalable, il devrait y avoir un espèce de bilan, un diagnostic général sur les villes qui repère réellement ce qu'est l'aspect construit minéral et l'aspect végétal qui est son agrément, qui est sa personnalité, et cette espèce de coefficient, on ne va pas aimer le terme, mais c'est intéressant, cette espèce de coefficient devrait être préservé sur toutes les choses, beaucoup plus que de trouver. Moi, je trouve, vous avez, Corinne, tu as dit tout à l'heure une chose formidable sur l'habitat vernaculaire. Moi, j'ai fait un PLU dans une toute petite ville de 1000 habitants dans les Landes qui s'appelle Sognac-et-Muret, et il y a des bâtiments agricoles. Et ces bâtiments agricoles, qui viennent tous du 19e siècle, sont à 80% dans leur proportion. Ça, c'est l'architecte qui parle. Des choses agréables à voir. Des choses, bon. Eh bien, j'ai dit qu'on pouvait, hors PLU, quand ça a une certaine surface, parce que c'est une toute petite remise, mais remettre en valeur ces bâtiments agricoles en les adaptant, en regardant leur forme, en ouvrant des fenêtres, bien sûr, mais en trouvant. Et c'est quelque chose qui a
pendant 1 ou 2 années qui n'a pas eu beaucoup de succès et qui, à l'heure actuelle, a beaucoup de succès parce que c'est une façon de construire et à terme de construire de façon économique et évolutive. Et ça, c'est des choses intéressantes qu'il faut populariser. S'il y a une responsabilité nationale, c'est pas de donner des règles à l'ensemble du territoire. Je répète, on ne fait pas pareil à Valenciennes qu'à Perpignan, mais par contre, montrer des exemples, comme on l'a dit sur la réutilisation des matériaux, il y a des expériences, les valoriser, les populariser pour que ça puisse être copié pour une fois, ce serait de bonnes copies. Si tu me permets, Corinne, juste un point, c'est que revient encore au territoire, parce que la maîtrise de l'étalement urbain et l'artificialisation, c'est effectivement une politique. Alors, il y a une politique réglementaire, hein, les PLU, etc., mais il y a aussi une coordination de politique entre la mobilité et la crise des Gilets jaunes nous a montré l'enjeu, entre la mobilité, ne plus réurbaniser s'il n'y a pas des transports collectifs, et donc tout ceci lance des processus de redensification et de valorisation de ce qui existe. J'avais aussi une toute petite réponse par rapport à la première question dans la mobilisation au niveau de la consommation. Je voudrais citer une initiative qui est assez exemplaire, qui est le programme Cube. Cube, c'est en fait une mobilisation dans le tertiaire, hein, et donc c'est en train de se généraliser, hein, y compris dans l'éducation nationale, une mobilisation dans les économies d'énergie sans investissement, uniquement par le management. Et il y a un concours. Et donc, les collectifs sont en concours les uns avec les autres. Eh bien, on arrive en moyenne à 20% d'économie d'énergie simplement par la mobilisation sur le management. Donc, voilà, c'est juste une pièce. Ça rejoint ce que disait Loïs tout à l'heure. Tout à fait. Question suivante, comment intégrer la biodiversité dans le bâtiment? Qui veut s'y coller? Loïs? Je peux donner quelques éléments de réponse sur le bâtiment. Juste avant, je m'excuse, je suis le mauvais élève, mais juste par rapport aux questions d'urbanisme et de biodiversité, juste avant, moi je voudrais ajouter trois points qui me paraissent intéressants. Donc je ne connais pas l'effet qu'ils auront à moyen et long terme, mais le premier point, ce qui est intéressant, c'est que avec les règles de déconfinement, on se crée une zone libre de circulation en période de crise de 100 km. Donc, on réfléchit nos transports à 100 km. Avec le télétravail plus que jamais, pour les CSP+, on voit bien un besoin qui peuvent se le permettre, hein, c'est très, excusez-moi, tout le monde ne peut pas se permettre, mais on voit bien l'engouement pour une hyperconnexion numérique, mais aussi une reconnexion naturelle, à la nature. Et là, vous avez vu aussi tous les articles expliquant que les recherches de maisons avaient explosé. Donc ça va un petit peu, c'est anachronique, hein, ça va dans le sens inverse de l'histoire. Et donc, je pense que les effets de ces 8 semaines de confinement vont avoir des répercussions intéressantes à observer sur l'urbanisme. Donc, si je reviens sur la question comment intégrer la biodiversité au bâtiment, eh bien, en fait, c'est difficile déjà de quel bâtiment on parle parce que dans l'urbain, intégrer la biodiversité, ça va consister à essayer de végétaliser les toitures et mettre en place un certain nombre d'espaces verts dans les parties extérieures ou intérieures. On va être très limité. Pour autant, les certifications vont le valoriser. Donc, intégrer la biodiversité à des projets de bâtiments, je ne parle pas à des sites, mais à des projets de bâtiments, on va plus avoir des choses intéressantes à faire dès lors qu'on est en périurbain ou en rural. Et là, l'État, en fait, il va y avoir différents axes. L'axe numéro 1, déjà, c'est si on est sur de la construction neuve, par exemple, c'est de préserver la biodiversité existante. Donc, déjà, à minima, essayer de respecter la séquence ERC, même si éviter, réduire, compenser, même si vous n'y êtes pas soumis. Et si vous êtes obligé de détruire un habitat naturel, soit le restaurer, soit le compenser. Ça, vous connaissez.
protéger après, pendant la phase du chantier, toutes les espèces que vous pourriez avoir sur le site. Et enfin, mettre en place des plans de préservation de la biodiversité pendant les premières années d'exploitation du site. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et après, le deuxième axe en général sur lequel on travaille beaucoup, et d'ailleurs, il est commun avec l'axe sur les bâtiments en hyperurbain, c'est en fait, finalement, on ne va pas améliorer tant que ça s'il y avait un indicateur, notre indicateur biodiversité, mais on va essayer d'en faire apparaître pour reconnecter tous les utilisateurs des bâtiments, toujours dans cette logique de sensibilisation des populations, et donc de mettre des espaces verts, non seulement parce que c'est bon pour la santé, il y a un certain nombre d'études qui l'ont montré, mais en plus pour les reconnecter aux vivants. Voilà. Donc c'est ça de façon générale, les deux manières. Après, c'est d'un projet à un autre. Hein. Alors de façon très bref, il y a une initiative de la LPO qui s'appelle U2B et qui vise à regarder très finement comment on peut intégrer la biodiversité. Par exemple, des parpaings avec des trous qui permettent aux martinets de nicher. Donc il y a aussi des approches beaucoup plus fines. Donc il y a tout un ensemble d'approches. Oui, et j'ai complètement oublié de dire, à ce titre-là, alors moi je ne suis pas spécialiste de la biodiversité, même si je travaille avec des écologues au quotidien, mais on est en train de travailler avec l'ADEME et un collectif de scientifiques sur la mise en place d'un MOOC sur l'intégration de la biodiversité dans le bâtiment qui sera disponible sur la plateforme Book Bâtiment Durable en septembre. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des exemples de changements de comportement des utilisateurs souhaitables? Quelqu'un veut répondre à cela? Très rapidement, mais déjà, les partenaires constructeurs, je parle des entreprises, et des partenaires constructeurs, les promoteurs, ont un changement de comportement incroyable. Enfin, en quelques années, moi je vois aujourd'hui, on peut parler et dire des choses qui semblaient très grossières il y a 5 ans. Voilà. Donc les choses évoluent. Alors, j'ai une intervention qui peut être un peu polémique ou qui peut poser problème. Non, mais vas-y, ne te gêne pas. Mais en fait, parce que c'est par rapport au compteur Linky et aux outils qu'on a aujourd'hui, donc qui sont contestés pour un certain nombre de questions, mais concrètement qui permet d'avoir un retour d'informations sur la consommation et donc faire un lien direct entre un comportement et la consommation induite. Et là, on a aussi des éléments nouveaux de connexion de l'activité avec donc l'usage. D'accord. Alors, vous affirmez qu'on construit différemment d'une ville à l'autre et vous préconisez une uniformisation de la stratégie urbaine. Quelle est l'influence des urbanistes architectes à l'égard des politiques de mettre en œuvre ces politiques urbaines? Je n'ai pas entendu ça, mais peut-être l'un d'entre vous va-t-il répondre. Michel ou Loïs? Oui. Non, non, vous savez, c'est un professionnel, quel qu'il soit. C'est comme un médecin. Il commence par regarder, il fait un diagnostic et il n'a pas un diagnostic préétabli devant lui en disant voilà les médicaments parce que à ce moment-là, il suffit d'une machine automatique où on met mal de tête, colique et je sais pas quoi et toc, on est bon. Il y a une vision du territoire et moi je travaille, j'ai la chance de pouvoir travailler un peu partout en France, surtout au niveau international. Et bien évidemment, ce n'est pas la même chose quand on regarde une ville chinoise que quand on regarde une ville périphérique de New York. C'est deux choses totalement différentes. Et donc, il faut s'intégrer, il faut comprendre. Et il y a des tas de gens qui vous permettent ça. Ce n'est pas seulement l'œil du praticien, mais il y a des gens qui ont écrit, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui, pour parler de biodiversité, il y a des gens qui s'intéressent très particulièrement. Il faut être à leur écoute. Ils participent d'un diagnostic général sur un territoire. Et à partir de là, avoir des formules, il n'y a pas de secret. Un parpaing, c'est toujours un parpaing. Une pierre, c'est toujours une pierre. Et où que ce soit, elles se construisent pareil. Elles tiennent le coup pareil. Par contre, elles sont dans leur forme, dans leur usage, dans leur respiration, elles sont différentes selon les climats et c'est ça qu'un praticien peut apporter, c'est des solutions
qui évite que l'on construise. Moi, je me rappelle, j'étais à Khartoum un jour et j'étais navré, je visitais l'école d'architecture et ils avaient tous en tête de Doha, quoi. Ils avaient Doha, ils voulaient, c'était leur truc. Et à cet endroit absolument merveilleux, qui est la rencontre du Nil blanc et du Nil bleu, je dis, mais vous devez être porteur d'une culture internationale de votre urbanisme. Et ils me regardaient, c'était un urbanisme de briques, enfin une construction en briques. Ils me regardaient, pour eux, c'était, ils voulaient faire le Qatar là. Ben, c'est dommage. Et c'est des jeunes, c'est des gens ouverts. Et je pense que là, on a un vrai travail à faire, nous tous, vis-à-vis de gens qui aujourd'hui croient encore au miracle. Alors, pour ma génération, c'était le miracle américain. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce que c'est les miracles, mais il y a une valorisation et une observation vernaculaire des choses qui est notre richesse. Et la France a un grand rôle à jouer là-dessus. Parce que partout, on a tous les 100 kilomètres, c'est une autre histoire. Bien, ben écoutez, pour revenir aux 100 kilomètres du confinement. Merci infiniment à tous. Je pense qu'on a répondu à peu près aux questions qui nous étaient posées. Merci d'avoir participé. Merci pour les intervenants d'être intervenus. Je vous rappelle notre prochain webinaire, même heure, mercredi prochain, consacré au sujet voisin qu'on a commencé à aborder aujourd'hui, qui est celui de l'urbanisme durable et de l'aménagement des villes, au-delà de l'aménagement des bâtiments. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de remplir les questionnaires de satisfaction, s'il vous plaît. Merci. Merci, au revoir. Merci.